Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une ressource rare, précieuse et indispensable à notre développement. Cette ressource, elle est aussi le plus grand gaz à effet de serre en volume lorsqu'elle s'évapore. Vous avez une idée ? Oui, bon, bien sûr que vous avez une idée, c'est dans le titre de l'émission. Bon, vous l'avez compris, je ne parle pas d'énergie fossile, mais bien de l'eau. Dans le cadre de mon mandat municipal, j'ai la chance de siéger au syndicat des eaux du territoire qui mutualise 10 communes. Et pour être tout à fait honnête, avant d'y mettre les pieds, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un syndicat des eaux. Et je m'étais encore moins demandé d'où provenait l'eau de ma douche. En l'occurrence, elle vient de la Seine. Et pourtant, l'eau est partout. Il y a celle que l'on voit, bien sûr, en tirant la chasse ou en lavant la vaisselle, et celle qu'on ne voit pas, en consommant des biens et des services. Et cette eau invisible représente des quantités astronomiques. Alors pour comprendre d'où vient notre eau, ce qui perturbe son cycle et la manière de la préserver et d'adapter nos besoins, je vous propose d'écouter les solutions de mon invité du jour. Bonjour Esther Creuser-Delbourg. Bonjour Baptiste Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir dans la Tour Montparnasse, en plein cœur de Paris. Si je faisais une mauvaise blague, je dirais que la plus belle vue de Paris, parce que c'est le seul endroit où on ne la voit pas. Mais merci en tout cas de me recevoir dans vos locaux. Donc on va parler évidemment un peu plus tard dans l'émission de la société que vous avez créée, WaterWiser, société de conseil donc spécialisée dans l'accompagnement des grands groupes dans l'évaluation des risques liés à l'eau. Et vous avez un doctorat Polytechnique, et vous avez aussi un titre que je trouve particulièrement élégant, vous êtes économiste de l'eau. Alors ça quand même je ne l'entends pas tous les jours. Alors déjà j'aimerais commencer par parler de vous avant de parler de l'eau rapidement. Donc, vous avez étudié à Polytechnique, ça m'intéresse énormément parce que Polytechnique donc forme finalement les entrepreneurs, les décideurs de demain. Vous avez fait donc des études dans le domaine de l'eau, du changement climatique, etc. Mais est-ce que c'est un sujet transversal dans ce type d'école ? Alors l'eau est un sujet complètement transverse à toute l'économie. Pour le rappeler, plus de 80% de l'eau qu'on utilise dans le monde, elle nous sert à produire des biens économiques, donc de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie. Donc dès qu'on touche à l'eau, en fait, on touche à pratiquement tout, de la géopolitique, de l'agriculture, de la survie, de la terre, de la nature, etc. À Polytechnique en particulier, moi j'ai fait un doctorat d'économie. Il faut savoir qu'il y a plein de laboratoires à Polytechnique, de la physique, de la chimie, des mathématiques. Et en économie en particulier, en fait, on utilise surtout des thématiques pour essayer de les transposer à la réalité économique. Au sein de l'économie, vous pouvez faire de la macroéconomie qui regarde les grandes tendances, et puis la microéconomie qui est beaucoup plus précise sur le comportement des consommateurs, et puis vous avez encore une autre tendance, on va dire, qui est de l'économétrie, qui en fait, alors ce que Esther Duflo a beaucoup popularisé, qui est l'étude des statistiques appliquées à l'économie. Les mêmes méthodes qu'on faisait en médecine autrefois, c'est-à-dire on compare deux situations, un malade qui va avoir un traitement A et puis un malade qui va avoir un traitement B, et puis on regarde la différence entre ça, c'est la naissance de la statistique en médecine, et on applique ça maintenant à l'économie où en fait on regarde par exemple une région qui aurait eu une politique publique A et une région qui aurait eu une politique publique B et quelle est la différence finalement, quel est le résultat entre les deux. Donc moi j'ai fait ça à Polytechnique, mais avant ça j'avais quand même j'avais fait des études alors en école de commerce, j'avais fait l'ESSEC pour ne pas la citer et après l'école d'économie de Paris. Donc je suis arrivée à Polytechnique évidemment avec cette envie de pouvoir appliquer les mathématiques à des études alors économiques mais aussi géopolitiques qui était ma première passion à la base, qui est la raison pour laquelle je me suis passionnée par l'eau, sur l'eau. Vous parlez de sujets transverses. Un sujet important, c'est que on peut pas faire de recherche sur l'eau, on peut pas faire de doctorat sur l'eau si on ne s'intéresse pas à d'autres disciplines. Je faisais de l'économie, mais l'histoire était importante, la géographie encore davantage, évidemment l'hydrologie était importante, le climat était important, etc. Il se trouve que, ça c'est une remarque générale, mais en France, c'est vrai que la recherche manque encore un peu d'interdisciplinarité, c'est-à-dire que c'était pas forcément évident d'aller voir les autres labos parce qu'on n'avait pas les mêmes outils, le même langage, et en faisant une partie de ma thèse aux États-Unis, à l'université de Columbia, là j'ai découvert un autre monde où finalement j'étais plus souvent dans le bâtiment des sciences de la Terre que dans le bâtiment d'économie. Finalement là il n'y avait absolument aucun problème pour mélanger nos disciplines, et je pense que pour l'eau et en tout cas pour le climat en général, il faut qu'on mélange toutes les expertises, pas que l'économie reste cantonnée à l'économie et pas que la science reste cantonnée à la science. Et tout cela a débouché donc sur votre métier actuel, économiste de l'eau. Alors économiste, je vois, l'eau, je visualise, et économiste de l'eau, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors à la base, ça vient d'un anglicisme, parce que c'est vrai que quand j'étais à Columbia, on disait water economist, donc économiste de l'eau, et ça choque personne quand on dit économiste du climat.
par exemple, ou économiste des politiques publiques, ou économiste des médias. C'est des mots qu'on a souvent. Et donc, économiste de l'eau, c'est tout simplement, effectivement, que je me suis spécialisée sur la gestion des ressources en eau. Donc, en gros, je regarde tous les modèles économiques avec ce prisme de l'eau. Je regarde comment ça va affecter la gestion dans nos pays, comment ça va affecter notre allocation, notre gouvernance, les prix et les marchés de l'eau. Voilà, je m'intéresse à tout ça sur l'eau, sachant que, évidemment, ça m'amène à cette prise de position qui peut parfois paraître polémique, qui est que l'eau, en fait, est une matière première, presque au même titre que le pétrole ou le gaz. Je dis ça de façon provocatrice parce que le but n'est pas de financiariser l'eau, mais aujourd'hui, l'eau est une matière première. Or, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur, et c'est pour ça qu'on l'utilise dans le monde un peu n'importe où, n'importe comment et pour n'importe quel usage. Et donc l'économie de l'eau, elle est là justement pour lui redonner sa place, pour assumer son côté économique et pour qu'on la régule mieux, pour arrêter de la gaspiller. Alors j'ai énormément de questions à vous poser sur l'eau justement, mais avant j'aimerais vous poser 2-3 questions que je pose à l'ensemble de mes invités. Déjà, est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Alors j'ai cette chance, et je dis cette chance parce que je le mesure de ne pas l'être, en tout cas ne pas l'avoir encore été. Parfois je me pose la question en marchant dans la rue, tiens, pourquoi je ne l'ai pas encore été ? Pourquoi je ne le suis pas ? Mais c'est vrai que l'éco-anxiété ne m'a pas encore touchée parce que j'ai un naturel extrêmement positif, enthousiaste et heureux. C'est vrai que je considère, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais qu'on n'a qu'une vie et que la vie est belle. Donc, et que la terre est belle, le monde est beau à voir. Il y a beaucoup de choses à lire, à voir, à regarder. Il y a des interactions, il y a énormément de choses à faire. Et donc c'est vrai que je me dis, si je bascule dans l'éco-anxiété, je vais basculer dans ce monde où finalement, pourquoi je vis, qu'est-ce que je peux faire, etc. Aujourd'hui, je me bats tous les jours pour une meilleure gestion des ressources en eau. C'est difficile parfois que ça se reflète dans son quotidien, évidemment. J'ai énormément voyagé quand j'étais enfant avec mes parents. Je considère aujourd'hui que c'est dangereux le fait que les jeunes aient peur de voyager. Je pense qu'il ne faut pas voyager n'importe comment, mais si on ne voit pas le monde, on ne sait pas pourquoi on se bat pour lui. Si on ne va pas à l'étranger, on ne se rend pas compte à quel point il y a plein d'autres situations différentes, à quel point les autres sont différents, et on peut se refermer sur soi-même, et d'un point de vue politique, les conséquences de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs peuvent être très dangereuses. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je préférerais bannir, on va dire, potentiellement des types de production entières dans l'économie et prendre ce CO2-là, prendre ces ressources-là et les donner aux jeunes pour qu'ils voyagent et qu'ils aillent voir le monde, voilà, pour comprendre à quel point il est beau, à quel point il faut le sauver. Donc non, je ne suis pas encore éco-anxieuse, mais par contre, dans mon équipe, oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces phases-là et donc ils m'apprennent beaucoup et je leur apprends et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut passer outre et continuer à être heureux tous les jours. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'éco-anxiété. Ce qui revient souvent, ce que disent les invités du podcast, c'est que souvent ce sont les gens qui sont dans l'action, qui sont moins éco-anxieux du fait de se battre. Est-ce que le fait que vous ayez un métier complètement lié justement à la transition climatique, à l'eau, fait que, étant donné que vous êtes dans l'action, peut-être que ça vous dit, j'agis, donc je suis un peu moins anxieuse. Alors, c'est peut-être lié à ça. Alors je pense que depuis toujours, même avant d'avoir formé, d'avoir condé avec Nicolas Venet Waterwiser, une première version de Waterwiser avait existé il y a 12 ans, pendant ma thèse, persuadée que ces sujets-là étaient importants, persuadée que les sujets de l'eau étaient importants. En fait, dès le départ, j'avais cette vision que pour avoir une économie saine, il faut simplement penser de façon durable. Et donc, sans être éco-anxieuse, simplement, mes raisonnements de base, en fait, servent l'environnement, servent l'idée que de toutes les façons, on détruit notre propre économie si on détruit nos propres ressources. Donc il y a quelque chose d'absurde. Et souvent, alors j'ai passé, on en reparlera peut-être, mais 8 ans chez AXA, et chez AXA, quand on parlait de RSE, moi je disais, mais c'est juste du bon sens. Et potentiellement, un jour, la RSE va disparaître, parce qu'elle sera diffuse, en fait, dans toutes les équipes et tous les modèles stratégiques de l'économie d'une grosse assurance. Et on n'aura plus besoin d'avoir une équipe pour nous rappeler qu'il faut avoir du bon sens. Donc oui, c'est du bon sens, et donc peut-être que ça protège de l'éco-anxiété, c'est possible. Après, je pense que je vois des gens qui sont dans l'action tous les jours et qui restent très éco-anxieux. Donc je pense après, c'est aussi le cerveau, la chimique organique voilà, qui est en nous, qui fait qu'on est plus ou moins anxieux, qu'on est plus ou moins susceptible de l'être. Et est-ce que même sans être éco-anxieuse, sous le prisme du réchauffement climatique, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? Pas du tout. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a des choses il y a des avant et des après. C'est générationnel. On voit on voit les générations d'avant, nos grands-parents, nos parents, pour qui des gestes d'une simplicité incroyable leur paraissent compliqués. Alors évidemment, je vais parler du tri. Tout le monde a pu être concerné par ses parents qui ne veulent pas trier, que ça saoule pour le dire vulgairement. Moi, ça me choque. Ça me choque aujourd'hui, ce qui me choquait moins quand j'étais petite, l'ensemble de la production de petits choses plastiques, de petits jouets plastiques
qui ont demandé du CO2, qui ont été transportés d'un pays à l'autre. Ça me choque que ça existe. Le gaspillage alimentaire me choque beaucoup parce qu'on gaspille 30% de notre nourriture et c'est autant d'eau, autant de ressources gaspillées, par exemple. Il y a des choses effectivement qui me choquent. Alors évidemment, les voyages en avion du jour au lendemain que j'ai malheureusement beaucoup fait aussi dans ma carrière professionnelle avant sont choquants. Il y a un avant et un après, qu'évidemment je ne conçois plus la vie de la même façon, mais aussi parce qu'on a des données et des informations pour le concevoir. Aujourd'hui, on sait que quand on ne recycle pas, c'est comme si on brûlait des billets d'argent. Parce qu'en fait, on sait que dans chaque chose qui peut être jetée à la poubelle, en fait, il y a des matériaux qui peuvent être utilisés et donner une nouvelle vie à quelque chose. Donc ça, c'est du bon sens. Pourquoi j'irais pas jeter un billet de 100 € à la poubelle ? Bon, pareil, je recycle de façon intelligente. Le compost, quelque chose qui me choque absolument. L'idée qu'aujourd'hui, quand on jette de la nourriture à la poubelle avec d'autres détritus, on jette de l'argent. Le problème, c'est que maintenant, je suis confrontée à la réalité logistique d'une ville, alors, par exemple comme Paris, où on en a souvent réfléchi ça avec des amis, comment on pourrait mettre ça en place. C'est une logistique cauchemardesque, parce que vu la quantité en fait, de déchets alimentaires qui sont produits par jour, il faudrait qu'on inonde de camions la capitale. Alors en plus, en termes de transport, mobilité, ça serait un cauchemar. Et il faudrait qu'on trouve les filières où aller déverser ce compost tous les jours. Aujourd'hui, potentiellement, même si on pourrait en trouver, il n'y a pas assez d'agriculture aux alentours de Paris pour aller déverser tout notre compost. Voilà, ce genre de choses qui aujourd'hui me choquent. J'ai pas la solution, mais l'avant-après, quoi. Oui, en plus, il y a des lois qui essayent d'aller dans ce sens. Il y a aujourd'hui l'obligation de trier les déchets alimentaires. Et donc, étant donné que nous vivons dans des villes plutôt denses, à Paris et en première couronne, il est difficile de rajouter des poubelles, notamment dans les copropriétés. Donc, c'est des points d'apport volontaire qui sont dans les villes. Et c'est vrai qu'un point d'apport volontaire à 50 mètres, c'est pas un point d'apport volontaire à 100 mètres. Et donc, forcément, ça crée des barrières. Vous parliez de la donnée, justement, de l'accès à toutes ces informations. Vous les avez, vous les transmettez aussi, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux et à conférences, il y en a beaucoup en ligne, j'incite les auditeurs à aller vous écouter. Justement, quand vous transmettez cette information, la transition climatique semble un peu cloîtrée dans une bulle, on se parle un petit peu entre nous. L'eau, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent, que l'eau c'est un sujet un peu plus technique et peut-être plus émotionnel pour les gens, plutôt que le climat, parce que c'est vrai que le carbone c'est quelque chose qu'on ne voit pas, alors que l'eau c'est extrêmement perceptible. Est-ce que vous le ressentez, vous, quand vous communiquez ? Oui, absolument. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Vous avez dit climat et parfois vous dites carbone. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises nous disent stratégie climat, ça fait 10 ans qu'on est dessus, mais le climat englobe bien plus que le CO2. Mais on a fait un amalgame entre les deux et c'est vrai que climat égale CO2. Donc ça, ce serait bien si déjà on arrivait à se débarrasser de ce parasite verbal. Mais bon, ça c'est la première chose. Ensuite, oui, effectivement, l'eau c'est quand même quelque chose de tangible qu'on peut toucher. C'est d'abord une ressource essentielle à notre vie. Quand on n'a pas d'eau à son robinet, c'est pas la même chose quand on émet trop de CO2. On émet trop de CO2, bon, on l'émet en permanence. Là, on en a émis ce matin. Bon, finalement, on ne le sent pas, on ne peut pas avoir un effet immédiat dans notre vie. En revanche, l'eau, on en boit, on l'utilise pour se doucher, pour tirer la chasse d'eau, pour cuisiner. Quand on n'en a pas ou quand elle est polluée, quand elle a mauvais goût, ça nous affecte tout de suite. On le voit moins, mais les entreprises sont évidemment affectées parce que les entreprises utilisent de l'eau pour produire tout ce qu'elles nous vendent ou tout ce qu'on utilise dans le monde. L'eau est aujourd'hui la ressource, la matière première la plus échangée dans le monde en volume, virtuellement, mais la dernière en valeur parce qu'elle n'a pas de prix. Donc sans eau, on ne fait rien. Et alors j'ai deux types de réactions sur l'eau, on va dire, soit dans le public général, soit en entreprise. La première, c'est « Ah, l'eau, enfin, qu'est-ce que c'est passionnant !» Je suis très angoissée par l'eau, ou alors j'ai des problèmes d'eau dans ma famille, dans telle région, etc. Donc tout le monde y est sensible, tout le monde a touché de l'eau, touché de près l'eau à un moment donné dans sa vie. Et l'autre chose, c'est que j'entends beaucoup aussi « Ah, enfin l'eau, j'en ai marre du CO2 ». Parce qu'en fait, c'est vrai que le CO2, et j'entends vraiment beaucoup le « j'en ai marre », parce que c'est tellement compliqué, parce qu'on sait qu'on va potentiellement pas y arriver, parce qu'on nous bassine tous les jours de notre empreinte CO2, de la moindre chose, d'une orange, d'un café, etc. Comme on ne peut pas le maîtriser, la chose qu'on puisse faire pour ne pas en émettre, c'est arrêter de bouger, arrêter de voyager, arrêter de faire des choses. Et pour autant, on n'arrive pas à limiter nos émissions de CO2 mondiales par an. On est déjà à plus 1,58 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc de toutes les façons, les accords de Paris, il faut les revoir. Donc le CO2, il y a un peu quelque chose de désespérant. Potentiellement, on n'y arrivera jamais à le limiter à la hauteur de ce qu'on veut. Alors que l'eau, c'est plus positif parce que l'eau a tout ce qu'il faut pour régler le problème aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre une technologie chère comme pour le carbone, pour le capturer. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut juste y mettre, il faut donner l'information. Et pour finir, aujourd'hui, on peut tout à fait baisser notre consommation quotidienne de 20 à 30% sans toucher à notre confort. Et sur le CO2, on ne peut pas en dire autant. Donc là-dessus, c'est positif et je pense que ça donne un réveil aux gens qui disent « je vais pouvoir agir et puis voir les conséquences positives de mes actions ».
Alors j'ai plein de questions concrètes qui pourront peut-être vous paraître naïves, mais voilà, c'est des questions en tant qu'amateur que je me pose. Alors quand on parle d'énergie, souvent c'est le premier sujet qui vient dans la transition climatique. On se dit bon il y aura plus d'énergie fossile, on a des énergies renouvelables, on fera des éoliennes, des panneaux solaires. Et quand on aura plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Plus d'eau, c'est difficilement envisageable, c'est-à-dire qu'on a quand même une quantité fixe d'eau sur Terre. Bon, le problème, c'est que depuis le début du siècle, depuis le début du XXe siècle, donc les années 1900, on a fait à peu près x7 sur notre consommation d'eau annuelle, alors que notre population n'a triplé. Donc ça veut dire que de toutes les façons, par personne, on utilise pratiquement 2 à 2,5 fois plus d'eau que ce qu'on utilisait avant. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait, vu que l'eau reste constante, forcément, on met une pression supplémentaire, et donc l'eau vient à manquer dans certains endroits. Tout ça est aggravé par le fait que l'eau est de façon générale assez inégalement répartie dans le monde, et le changement climatique vient rajouter une couche d'incertitude, où des endroits qui en avaient peu en ont encore moins, des endroits qui en avaient pas mal en ont trop. En fait, toutes les cartes ont été un petit peu rabattues sur la façon dont on va accueillir, être capable de capturer l'eau, de la distribuer, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on va pas forcément manquer d'eau. Par contre, il y a des endroits où on en voudrait et on n'en aura pas, et puis des endroits où on en a beaucoup trop et on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, une catastrophe, par exemple, comme Valence, alors c'est un mélange d'une mer des Baléares beaucoup trop chaude fin août, ce qui est un phénomène assez naturel, qui va rencontrer des courants d'atmosphère très froids et qui crée ce phénomène de gouttes froides, c'est-à-dire des pluies extrêmement fortes. En gros, c'est énormément de chaleur qui va rencontrer du froid, ça se condense, ça tombe sous forme de pluie. En septembre-octobre, c'est une région qui de toutes les façons se prend toujours des phénomènes de gouttes froides. Mais là, la mer des Baléares était tellement chaude, plus 31 degrés, c'est comme un bain quoi, plus 31 degrés, ce qui fait qu'on aurait pu savoir qu'on allait avoir un phénomène de pluie aussi forte. Le problème en Espagne, c'est quoi ? C'est qu'ils ont des sécheresses au moment, enfin ils n'ont pas assez d'eau au moment où ils aimeraient bien en avoir un petit peu, et puis quand ils se prennent trop d'eau, ils ne savent pas quoi en faire, ça provoque un désastre comme celui qu'on a pu voir, et aucune partie de cette eau n'a pu être captée. C'est ça qui est fou, c'est que finalement, il n'y a pas d'endroit pour accueillir ce trop d'eau de pluie. Accueillir ce trop d'eau de pluie nous permettrait de nous protéger des inondations, permettrait de la stocker pour après, quand il y en a moins, etc. Mais aujourd'hui, non. Donc quand il y a trop d'eau qui tombe, on ne sait pas quoi en faire, et puis quand on n'a pas assez d'eau, on ne sait pas quoi faire non plus. Vous faites le lien avec ma prochaine question, c'est sur le cycle de l'eau. Alors, je dois avouer que j'ai pas entendu parler du cycle de l'eau depuis mes études collège, lycée, et on m'avait expliqué cette célèbre phrase scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc l'eau, elle ne disparaît pas, elle reste sur Terre, mais d'après ce que je comprends, d'après ce que vous dites, en fait, c'est sa répartition finalement qui change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière succincte comment fonctionne ce cycle de l'eau et pourquoi dans certains endroits il y en a de moins en moins et dans d'autres de plus en plus? Oui, bien sûr. Alors, je vais faire ça avec des mots d'économiste, parce que je ne suis pas hydrologue et c'est important, mais je vais l'expliquer de façon à ce que moi j'ai pu comprendre pourquoi ce cycle de l'eau avait été perturbé. Effectivement, un cycle de l'eau, c'est de l'eau qui est sur Terre, alors qui peut venir des nappes phréatiques, qui peut venir des lacs, des rivières, etc., des fleuves, et qui, sous l'effet de la chaleur, va transpirer. C'est comme notre peau, quand on a chaud, on transpire, donc c'est de l'eau qui va sortir et qui va ensuite s'évaporer. Et c'est pareil, les sols vont transpirer. Donc cette eau, les sols qui vont transpirer leur eau, ça va faire de la vapeur d'eau dans l'air. Elle va monter. Une partie va se condenser en pluie, une partie va retomber ailleurs. Bon, voilà. Et la pluie tombe, et puis à nouveau est capturée par la végétation, ou alors elle ruisselle sur nos rues et nos villes. Mais en tout cas, c'est ça le cycle de l'eau. C'est de l'eau qui monte en haut et puis qui redescend. Donc, d'un point de vue quantité, on a la même quantité sur Terre globalement depuis toujours. Simplement, il y a plusieurs choses. Les réservoirs d'eau qui sont sur Terre ne sont pas égaux dans le monde. Il y a des pays qui ont énormément de réservoirs, d'autres qui en ont très peu. Donc forcément, ces pays-là peuvent émettre de l'eau, que pour qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait un endroit qui émette de l'eau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, cette eau ne retombe pas nécessairement à l'endroit où on veut, au moment où on veut. Le changement climatique aggrave ça en plus, parce que avec les vents contraires, avec des augmentations de température très fortes à certains endroits, ça provoque des phénomènes de transpiration des sols beaucoup plus forts qu'autrefois. Donc il y a des endroits où il va pleuvoir alors qu'il pleuvait jamais avant. Il y a des endroits où il va y avoir des sécheresses très très fortes alors qu'avant il n'y en avait pas trop. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a perturbé ce cycle de l'eau parce que on prélève de l'eau beaucoup trop vite. On en prélève plus qu'avant, et en plus on la prélève beaucoup trop vite parce qu'on a davantage d'activités économiques qui demandent de l'eau. Autrefois, vous aviez des plaines complètement vierges. Maintenant, dans des bassins, vous allez avoir une centrale nucléaire, un camping, 3 villes, 3 industries, etc. Donc, ils vont tous avoir besoin d'eau, donc ils vont la prélever, ils vont l'utiliser, ils vont la polluer. Les activités agricoles qui sont de plus en plus intenses, elles prélèvent l'eau, elles arrosent, elles irriguent, et donc cette eau, forcément, elle va aller à un moment donné dans l'air,
et elle va provoquer davantage de pluie aussi. Donc en fait, on est venu perturber, c'est comme si on était venu, comme dans une recette un peu de gâteau, on était venu en fait changer les paramètres, on avait mis trop de sucre d'un côté, trop de blé, trop de farine de blé d'un autre, et ça qu'on a fait au cycle de l'eau, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de partir et de tomber, de façon à faire des saisons et des alternances de pluie et de chaleur, et ben aujourd'hui, en fait, on a précipité ces phénomènes-là, et donc aujourd'hui, le cycle de l'eau, on l'a pollué, on le prélève beaucoup trop vite, on met trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui fait que quand il pleut plus, et ce qui fait que d'un autre côté, les sols s'assèchent davantage parce qu'il fait de plus en plus chaud. C'est un mix en gros de nos activités et du changement climatique provoqué par l'homme évidemment. Il y a plusieurs solutions à l'adaptation ou de maladaptation, je ne sais pas, je vous laisserai y répondre, qui sont très médiatiques. C'est les méga-bassines et le dessalement de l'eau. Donc j'aimerais juste m'attarder quelques minutes sur ces deux solutions. Les méga-bassines ont eu un écho médiatique très émotionnel dans certaines régions. Je pense notamment à Sainte-Soline. En tant qu'économiste de l'eau, cette méga-bassine, alors déjà d'un point de vue prélèvement de la ressource, est-ce une bonne idée ou une fausse bonne idée ? Et ensuite, est-ce que ce n'est pas finalement un peu symptomatique d'un rejet, d'un changement de mode d'agriculture pour essayer de pérenniser justement cet ancien modèle? Alors effectivement, le sujet des méga-bassines, il est compliqué, il est explosif. La première chose en tant qu'économiste de l'eau, c'est simplement de dire qu'il y a un vrai sujet sur l'agriculture et sur les agriculteurs. C'est une détresse absolument extrême sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. C'est aujourd'hui, je pense, un des métiers les plus difficiles. Je suis œnologue et passionnée d'œnologie, comme vous le savez, mais jamais je ferai de la viticulture. C'est un métier extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc c'est pareil pour toute l'agriculture en général. Et donc il y a un problème où l'agriculture en fait subit de plein fouet les aléas climatiques. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Il n'y a pas une année facile où un agriculteur peut être sûr pouvoir assurer des revenus à peu près stables sur une année. Une année, ça va être du gel précoce, une année, ça va être des chaleurs extrêmes, une année, ça va être trop de pluie. Donc en fait, eux, chaque année, ils sont à la merci du changement climatique, ils sont à la merci de la quantité d'eau possible. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi sous la pression. Alors, c'est notre système européen qui a mis ça en place, les années 80-90, on se posait pas la question sur tout ça. On a mis en place un système d'agriculture intensive avec une concurrence étrangère très forte, avec des normes qui sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Il faut produire. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, c'est un métier extrêmement difficile. Il faut trouver une solution pour l'eau, parce que les années où il n'y a pas d'eau, il leur faut de l'eau. Le problème à côté de ça, c'est qu'on a aussi un traitement médiatique. Alors médiatique, et qui vient aussi évidemment de la façon dont les syndicats agricoles ont pu traiter le sujet, qui commence à opposer agriculture et environnement. Ça, c'est très dangereux, parce que deux ne doivent pas être antagonisés, les deux doivent aller ensemble. En fait, les agriculteurs doivent se positionner, et puis ils sont les champions de la terre et les champions de l'eau. C'est eux en fait qui vont avoir la solution et la clé, donc il faut plutôt leur donner, il faut plutôt travailler avec eux. Le problème, c'est que le traitement politique de la chose, le traitement européen, le traitement médiatique, et puis certains syndicats agricoles ont attisé un petit peu les flammes et font qu'aujourd'hui, agriculture et environnement, agriculture et bien-être sont opposés. Et ça, c'est très dangereux et c'est très dommage. Je préciserai quelque chose qui est que donc l'agriculture, c'est le sol. Et un sol doit être vivant. Un sol doit avoir de l'eau pour pouvoir produire de la biodiversité, pour produire de l'agriculture, pour pouvoir recharger les nappes phréatiques. Un sol, c'est aussi notre meilleur atout contre les émissions de CO2, parce que les sols capturent gratuitement, chaque année, 30% de nos émissions de CO2. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Et le GIEC a aussi constaté qu'en 2023, les sols du monde entier avaient capturé 3 fois moins de CO2 qu'en 2022 à cause de la sécheresse mondialisée des sols et à cause des feux de forêt. Donc en gros, un sol sec ne capture plus de CO2. Donc, si nos sols ne sont pas vivants et n'ont pas d'eau, on peut oublier en fait tous les scénarios du GIEC. Ça veut dire que les agriculteurs, non seulement doivent nous nourrir, mais en parallèle de ça, ils ont potentiellement la clé pour nous sauver du changement climatique. Ce sont nos alliés. L'agriculture doit absolument doit avoir une politique de l'eau très forte. Le problème, et là j'arrive aux méga-bassines, le problème c'est qu'elles sont un synonyme de maladaptation, parce qu'il faut le rappeler, une méga-bassine, ça ne prend pas l'eau de la pluie qui tombe, ça prend l'eau des nappes phréatiques. Évidemment, il y a peut-être certains endroits où les nappes phréatiques se rechargent plus vite que d'autres. Il y a peut-être certains endroits où des petites bassines pourraient venir pallier à des problèmes. Le problème des méga-bassines, c'est qu'elles viennent toucher à des nappes. On sait que les nappes phréatiques, il faut plus ou moins quand même les laisser tranquilles. En tout cas, en hiver, il faut les laisser se recharger. C'est pas parce qu'une nappe est pleine en hiver et qu'on lui prend de l'eau que rien ne va se passer. En fait, l'eau, elle constitue, elle fait partie entière de la nappe phréatique. Donc, si vous videz par exemple un sol de son eau en hiver quand il en a,
forcément, ça va avoir un impact sur toute la biodiversité qu'il y a dedans, sur la recharge de la nappe en elle-même, etc. Donc ça, c'est la première chose. D'un point de vue environnement, on ne vide pas une nappe de façon superficielle. On la laisse se vider tranquillement avec les saisons, et puis surtout, on la laisse se recharger en hiver. Ça, c'est la première chose. Parce que le but des nappes phréatiques, c'est on prend l'eau qui s'est rechargée en hiver, comme ça, on la stocke pour l'été. Bon. Le deuxième problème de la méga-bassine, c'est qu'en fait, elle n'est accessible qu'à un certain nombre de personnes qui vont payer effectivement leur adhésion à la coopérative. Donc ça veut dire quand on prend de l'eau publique, qui est sous les nappes, enfin qui est dans les nappes phréatiques, et on la rend accessible qu'à un certain nombre, qu'à un petit nombre d'agriculteurs en été. Donc c'est une privatisation, c'est une forme de privatisation de l'eau. C'est dangereux, on ne le veut pas. Et puis troisième chose, en fait, la structure de méga-bassine fait qu'en fait, elle est au contact direct du soleil. Si vous avez déjà laissé une bouteille d'eau en plastique au soleil, vous allez voir que l'eau va être altérée. Si vous la laissez vraiment longtemps, il y a des petites algues qui vont se former au fond. Bon, bah, c'est aussi le problème avec les méga-bassines, c'est qu'on perd entre 10 et 20%, il me semble, c'est quand même beaucoup, de l'eau tout au fond, parce qu'il y a effectivement ce phénomène d'algues, parce qu'on interagit avec le soleil. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les méga-bassines n'est pas une solution. En revanche, les solutions de stockage, comme les retenues collinaires, qui viennent récupérer le ruissellement de l'eau de pluie ou autre, ça, c'est déjà beaucoup plus acceptable. Et puis ensuite, avant de stocker l'eau, il faut qu'on aille faire tous ces efforts de compter l'eau pour l'agriculture, mettre en place des systèmes par exemple de micro-irrigation, mettre en place des systèmes qui permettent à la terre de garder son eau et pas de transpirer tout de suite. Et ça, on sait faire avec des couverts végétaux, avec de l'agroforesterie. Ça permet en fait de produire pareil avec moins d'eau. Aujourd'hui, on sait faire. Donc si on met en place tout ça, peut-être qu'on ne sera pas obligé d'avoir les méga-bassines et qu'on ne sera pas obligé d'avoir ces problèmes de tension. Et la deuxième solution dont je voulais vous parler, c'est une solution, j'ai l'impression depuis que je suis tout petit, j'en entends parler, c'est le dessalement de l'eau de mer. Finalement, on se dit dans les régions où il y a assez peu d'eau, c'est rageant. On regarde, on a l'océan à perte de vue et on ne peut pas boire cette eau. D'après ce que j'ai compris, c'est encore des process assez polluants de dépolluer et dessaler l'eau de mer. Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ce n'est pas une solution qu'on peut finalement mettre à grande échelle ? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, tiens, c'est une offre infinie et utilisons-la. Alors, la désalinisation, c'est une bonne solution quand c'est un dernier recours. Je pense notamment, par exemple, à certaines îles des Canaries qui sont à 100% alimentées par la désalinisation. Si ils n'ont pas ça, ces îles, elles meurent. Donc ça, il ne faut pas leur enlever. Le problème, c'est la façon dont on a mis en place la désalinisation. Alors, peut-être rappeler les trois grands enjeux. Le premier, c'est que les techniques de désalinisation demandent beaucoup d'énergie. Forcément, on s'est d'abord dirigé vers l'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'on désalinise de l'eau et on émet énormément de CO2. C'est pour ça que d'ailleurs que les pays du Moyen-Orient qui en avaient le plus et qui avaient plus de pétrole ont pu y aller en premier. On sait faire de la désalinisation avec du solaire, mais pas encore à l'échelle où on aimerait. Donc ça commence à arriver. On sera de plus en plus propre, mais pour l'instant, c'est quand même très fossilisé. Ensuite, le problème, c'est que il faut environ, alors on s'améliore sur le rapport, mais il faut environ 2 litres d'eau salée pour produire 1 litre d'eau douce. Parfois, c'est entre 1,5 et 2, mais bref, on va prendre 2 pour simplifier le raisonnement. Et donc, en fait, on capture, il y a une énorme pompe qui va venir pomper 2 litres d'eau salée, qui va produire ensuite 1 litre d'eau douce, et on se retrouve avec un litre qui reste extrêmement salé, qui correspond à ce qui s'appelle la saumure. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la régulation pour savoir ce qu'on doit faire de cette saumure est pas du tout en fait à jour. Il n'y a pas de régulation mondiale là-dessus. Le problème, c'est qu'une saumure, on ne peut pas simplement la déposer comme ça dans l'eau, parce qu'en fait, elle est tellement salée qu'elle vient perturber tout l'écosystème, et si on déverse beaucoup de saumure d'un coup, pour y aller de façon très franche, et ça fait mourir tout ce qui existe là. Les poissons, les coraux, etc. Et en plus, ça fait un espèce de brouillard temporaire, mais qui vient, en fait, on s'en est rendu compte sur les ressources halieutiques, ça vient perturber, en fait, la vie, ceux qui viennent s'alimenter, ceux qui viennent chasser, etc. Ça perturbe tout l'écosystème. Imaginez que nous, là, tout de suite, on se prenne un brouillard de sel, on serait pas bien. Bon, donc le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on fait de cette saumure ? Dans un monde idéal, potentiellement, elle serait relâchée par petits bouts assez loin dans l'océan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher, il n'y a pas de régulation. Donc, si vous prenez ces petites îles des Canaries, vous allez avoir d'un côté sur la côte l'usine qui va récupérer l'eau de mer, et puis 1 kilomètre plus loin sur cette même côte, le rejet de l'eau saumure. Directement dans l'océan. Directement dans l'océan, qui va venir en fait tout détruire. Ça, c'est la deuxième chose qui est très difficile. La troisième chose, pour simplifier, c'est le faux sentiment de confort que ça peut donner. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Le sentiment de confort, il vient de cette idée que si on a des problèmes d'eau, c'est plus facile de construire une usine de désalinisation, plus facile que d'ouvrir la boîte noire de nos canalisations, des infrastructures, des taux de rendement, de notre sobriété. Donc parfois, on a des endroits où on aurait vraiment pu faire des efforts,
c'est pénible, ça coûte de l'argent, on n'a pas envie de le faire, et donc construire une usine de désalinisation, c'est plus simple. On voit des choses aberrantes dans certains endroits, par exemple des usines de désalinisation dans des endroits où l'agriculture a détruit les nappes phréatiques, et donc on va désaliniser, notamment dans le sud de l'Espagne, pour pouvoir irriguer, plutôt que de changer nos pratiques agricoles. Ou alors, on va aller désaliniser pour refroidir des data centers ou des centrales nucléaires. Bon, donc ça, on commence à se dire, tiens, il y a quand même un problème, même si la sécurité énergétique, c'est encore un autre sujet. Le deuxième mauvais sentiment de confort que ça donne, c'est quand on compare la quantité d'eau consommée par jour par habitant dans certaines villes alimentées par la désalination. Si je prends l'exemple de la France, en France, on consomme environ 150 litres d'eau par jour par personne. C'est une moyenne, hein. Parfois vous êtes au-dessus, parfois vous êtes en dessous. Et dans des villes en Arabie Saoudite, pratiquement alimentées par de la désalinisation à 90%, et par jour par personne, les gens vont consommer près de 400 litres. Donc plus de 2 fois ce qu'on consommerait en France. C'est une forme d'effet rebond ? C'est une forme de ça coûte pas cher, on en a plein, et ça vient de la mer est infinie, donc je peux consommer. Donc finalement, ils n'ont pas d'eau, ils désalinisent avec toutes les conséquences qu'on connaît maintenant, et donc ils consomment bien plus. Donc ce qui fait que c'est le problème de se dire en économie, si j'augmente finalement l'offre, très bien, le prix baisse, et puis je peux en faire ce que je veux, quoi. Vous parlez de la consommation moyenne, j'allais venir justement sur le terrain de la vie quotidienne. Donc il y a l'eau qu'on voit, l'eau visible, celle qu'on boit, celle quand on tire la chasse d'eau, quand on se douche, et il y a toute l'eau invisible. Alors déjà, j'incite nos auditeurs à aller voir votre TEDx à Blois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je dois dire que le début m'a à la fois fait rire, décontenancé et beaucoup fait réfléchir. En fait, vous croquez dans un sandwich. Et vous dites, en fait, je n'ai pas croqué dans un sandwich, j'ai bu 100 litres d'eau. Voilà, c'est l'équivalent finalement de ce qu'il y a dans le sandwich. Et tout ça, c'est l'eau invisible. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques ordres de grandeur et nous dire comment réduire justement cette consommation invisible qu'on ne voit pas et dont finalement on ne se rend pas compte ? L'eau, elle sert à produire l'ensemble des choses qu'on utilise, qu'on mange sur Terre. Et donc, par exemple, oui, alors c'est important de le dire quand même, moi je mange de la viande. Donc ça veut dire que j'ai une empreinte eau très forte parce qu'évidemment, un bœuf, un poulet, un mouton va brouter de l'herbe. Alors l'herbe, ça demande beaucoup d'eau, soit par l'irrigation, soit par la pluie. Donc c'est une eau qu'on peut compter, on en reparlera après. La viande demande beaucoup plus d'eau que des céréales, que des légumes, etc. Bref. Donc par jour, en fonction de votre régime alimentaire, vous mangez entre 2 et 5 000 litres d'eau qui ont été nécessaires pour produire l'ensemble des biens alimentaires qu'on a. Ça vaut pareil pour le textile, le coton, l'ensemble des fibres qui ont été irriguées aussi. Aujourd'hui, je dois porter environ 2 à 3 000 litres d'eau sur moi. Et donc ça veut dire, c'est pour ça aussi que les sujets, notamment de la fast fashion, sont dramatiques, parce qu'ils le sont évidemment pour l'ensemble des ressources, et notamment les émissions CO2, mais c'est aussi de l'eau qu'on a prélevée dans des endroits qui en ont bien besoin. C'est des pratiques qui vont polluer aussi les cours d'eau, notamment en Inde et en Ouzbékistan, pour produire des biens qui vont être de mauvaise qualité et jetables, etc. Donc ça fait autant de ressources gâchées. Donc c'est pour ça que l'empreinte eau de l'ensemble des secteurs en fait, est importante à prendre en compte. Pour donner quelques petits référentiels, moi j'aime bien toujours parler du verre de vin, je vais commencer par ça, mais après je vais aller sur le petit déjeuner par exemple. Mais un verre de vin, c'est une grande échelle, c'est entre 70 et 150 litres d'eau pour un seul verre de vin. C'est moins en France, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'irriguer nos vignobles qui sont en appellation d'origine contrôlée. Par contre, ça va être plus en Espagne ou en Italie, où on a le droit, dans certains endroits, d'irriguer. Donc, en fait, c'est toute l'eau qui a été nécessaire pour pouvoir pousser ces raisins. Un bœuf qui va brouter de l'herbe, ou un bœuf qui va être nourri, par exemple, avec de la luzerne, ça demandait beaucoup d'eau, mais c'est pas la même eau. Un œuf qui broute de l'herbe, finalement, c'est de l'herbe qui a poussé grâce à de l'eau de pluie, alors que la luzerne, en général, est plutôt irriguée. Donc, ça va demander beaucoup d'eau, mais est-ce que c'est grave, finalement, qu'un bœuf consomme de l'eau de pluie, ou pas ? Est-ce que c'est plus grave s'il a été nourri avec de la nourriture irriguée ? J'ai pas la réponse, mais c'est pour dire que c'est des pistes de réflexion pour commencer à réfléchir à son empreinte eau. Le petit déjeuner que vous mangez le matin, si vous avez bu une tasse de café déjà, vous êtes à plus de 100 litres, parce que le café demande énormément d'eau. Un croissant, ça dépend où il a été fait, ça dépend d'où vient le blé, parce qu'évidemment, l'utilisation de l'eau n'est pas la même en fonction des pays. Un croissant français, vous allez être entre 70 et 150 litres d'eau, à peu près, etc. Pour déculpabiliser, pour pas faire monter l'éco-anxiété, c'est pas grave d'utiliser de l'eau. Ce qui compte, c'est d'utiliser la bonne eau
au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage. Parce que sans eau, et dans le TEDx, on a beaucoup travaillé pour que le message soit clair, mais sans eau, il n'y a plus d'économie, sans eau, il n'y a plus rien. Donc c'est pas grave d'utiliser, simplement, il faut mesurer nos usages. Il faut arrêter de produire des avocats. Alors ça va pas arriver du jour au lendemain, mais il faut arrêter de produire des avocats dans des régions comme au Mexique ou au Pérou, où les sols n'étaient pas du tout faits pour accueillir une culture aussi intensive en eau que l'avocat. Simplement, à l'époque, on s'en fichait un peu, dans les années 80, la main-d'œuvre était pas chère, et donc on a forcé les sols à produire ça, on est allé forer très très profond pour aller trouver de l'eau, et aujourd'hui, impossible de revenir en arrière parce que la culture de l'avocat rapporte beaucoup trop d'argent. Il y a même des mafias de l'avocat au Mexique, tellement c'est un or vert sur place. Donc on préfère détruire les ressources économiques, les ressources en eau locales, plutôt que de se passer d'une rente aussi formidable que celle de l'avocat. C'est pareil pour les fleurs exotiques. On en a beaucoup parlé à cause des problèmes de pesticides, mais beaucoup de fleurs exotiques sont produites en Éthiopie, au Kenya, dans des endroits où on fait n'importe quoi avec les ressources en eau. On fait n'importe quoi, c'est beaucoup de la faute des entreprises occidentales, parce qu'on est allé favoriser des modèles où on pouvait produire beaucoup avec une main-d'œuvre pas chère et détruire les ressources locales pour venir s'approvisionner, nous, après, en jolies fleurs. Donc le problème, c'est qu'en fait, on a mis en place, quand je dis on, c'est le système mondialisé occidental, on a mis en place un système où en fait on défonce les ressources en eau dans le monde pour notre plus grand plaisir. Donc ne culpabilisons pas de vivre, de consommer des bonnes choses et des bons aliments, mais essayons de les prendre des bons endroits, c'est-à-dire consommer finalement de saison, localement. Et après, il y a toujours ce débat de est-ce qu'il faut arrêter d'acheter des fraises en hiver ? Alors oui. Alors, la première raison, j'ai envie de vous dire de ne pas le faire, c'est qu'elles sont pas bonnes, parce que en général elles sont irriguées, elles ont pas de goût, etc. Mais c'est vrai que nous, avec Waterwiser, on travaille plutôt avec l'idée de se dire, on essaie de demander aux grandes marques de distributeurs d'arrêter de les mettre d'arrêter de les proposer aux clients. C'est pas que aux consommateurs d'être culpabilisés sur sa consommation, c'est aussi aux grands distributeurs de nous proposer des biens qui font sens par rapport à leur utilisation des ressources. Vous avez commencé à évoquer justement le cœur de votre entreprise, Waterwiser, donc, que vous avez fondé, cabinet de conseil donc spécialisé dans l'évaluation des risques liés à l'eau pour les grands groupes, si je devais résumer en une dizaine de mots. Alors, on a tendance à comprendre un peu les risques cyber, les risques géopolitiques, les risques liés au climat. Quels sont les risques liés à l'eau pour les grands groupes, les principaux risques? Parce que je suppose qu'évidemment, ils sont différents selon les entreprises. Si vous êtes L'Oréal et Renault, vous n'avez pas les mêmes risques. Mais globalement, quels sont les plus grands risques? Alors, il y a l'eau en tant que menace et puis l'eau en tant que matière première. Donc la menace, la partie menace, on la connaît bien, c'est-à-dire trop d'eau, une inondation. Donc ça, c'est un risque vieux comme le monde, les assureurs le connaissent bien. Et puis il y a le risque de sécheresse qui, lui, en fait, devient de plus en plus fréquent. En France, d'ailleurs, il faut savoir que c'est le risque sécheresse qui va coûter le plus cher aux assurances et non le risque d'inondation. Parce que le risque sécheresse est plus pernicieux. Il va s'introduire dans les bâtiments, dans les maisons, et une fois qu'il a commencé à déstabiliser les fondations ou les murs d'une maison, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc bref, donc ça c'est la partie menace. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le risque matière première, c'est-à-dire plus assez d'eau pour produire ce dont on a besoin sur sa chaîne de valeur. Vous parlez de Renault et L'Oréal, par exemple. Alors oui, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais il y a un moment donné sur leur chaîne de valeur, alors pour rendre l'eau du CO2, il y a le scope 1 qui va représenter les opérations directes, donc les usines de Renault, les usines de L'Oréal ou autres. Et ensuite, il y a le scope 3, qui sont en fait tous les fournisseurs, par exemple. Alors, scope 3, on va dire amont, tous les fournisseurs de la chaîne de valeur qui vont fournir à Renault ou à L'Oréal leurs matières premières, ou le packaging, et qui vont fournir des choses transformées. Eux, ces fournisseurs-là, ils ont besoin d'eau. L'Oréal, typiquement, on va dire que l'histoire d'un shampoing, elle va commencer notamment en Indonésie parce qu'il faut de l'huile de palme. Bon, c'est normal, c'est comme ça pour tous les produits cosmétiques qu'on va utiliser. S'il n'y a plus d'eau en Indonésie, si la production d'huile de palme est elle-même menacée, ça commence à menacer beaucoup de chaînes de valeur, pas que L'Oréal, mais énormément de chaînes de valeur qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de médicaments vont dépendre aussi de matières premières qu'on va trouver en agriculture en Amérique du Sud, en Europe, etc. C'est pas aussi pour l'agriculture. Les yaourts que vous mangez le matin, ils ont nécessité potentiellement des fruits, du lait, autant de choses qui demandent de l'eau et qui viennent parfois de l'autre bout du monde. Votre téléphone portable, votre ordinateur a demandé des microprocesseurs, des puces, qui elles ont été produites dans des pays, notamment Asie du Sud-Est, qui ont demandé énormément d'eau aussi dans leur process. L'extraction des minerais, pour tout ce qu'on fait, pour d'autres secteurs comme la joaillerie, la montre, etc. Donc il y a besoin d'eau partout. Aujourd'hui, la crise de l'eau est répandue dans le monde et elle commence à menacer cet approvisionnement pour beaucoup de fournisseurs. Et on a vu des entreprises qui n'ont plus pu s'approvisionner. Un exemple, alors,
vous allez me dire, on peut vivre sans chocolat. Mais le chocolat a pris à peu près plus 400% sur son cours à cause des problèmes de sécheresse assez fréquents dans les grands pays fournisseurs de chocolat, en tout cas producteurs de chocolat. Bon, et tout ça s'est reflété après dans la plupart des produits qu'on a en France, notamment en grande distribution ou même dans les grands chocolatiers qui disent aujourd'hui le chocolat est beaucoup plus cher, d'où une inflation pour nous. Je peux vous citer une vingtaine d'autres produits dont l'approvisionnement est menacé à cause des problèmes d'eau. Donc le risque là aujourd'hui, c'est de voir sa chaîne de valeur s'interrompre, ou en tout cas être contrainte, c'est de voir une inflation sur les matières premières, donc forcément un risque financier très fort. C'est parfois un risque réglementaire, parce que la réglementation sur l'eau commence à arriver, et on va commencer à demander de la transparence sur l'utilisation de l'eau, sur d'où elle vient, sur notre impact sur sa qualité. Aujourd'hui, même dans le BTP par exemple, la plupart des gens ne savent pas d'où viennent le béton, quel est l'impact de la pollution de la production de ciment ou de béton. Donc tout ça, ça va commencer à être réglementé. Et puis après, vous avez tous les risques réputationnels. Beaucoup d'entreprises se sont fait épingler dans les 10-20 dernières années à cause de problèmes liés à leur utilisation de l'eau, soit par eux, soit par le fournisseur. Donc voilà, les 4 risques opérationnels, financiers, réglementaires, réputationnels, tout ça, ça se chiffre, tout ça, c'est de plus en plus important. Et encore une fois, c'est une des solutions. Vu qu'on ne compte pas l'eau, on n'a aucune idée d'à quel point on la surutilise, on la surconsomme, et on s'est rendu compte, en fait, la plupart des grands groupes utilisaient 20 à 30% d'eau en trop. Pas forcément leur faute, c'est juste personne ne compte. Donc nous, notre idée, c'est de les aider à atteindre ce potentiel de réduction. Alors on dit 20 à 30%, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Et potentiellement, si on fait ça, on a contribué quand même à réduire grandement la crise de l'eau dans le monde. Tailler dans le gras de ces 20 à 30% et ensuite s'attaquer aux muscles. J'ai vu dans une étude qu'un degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle pouvait impacter de 12% le PIB sur les 6 prochaines années. Et est-ce qu'on a également un ordre de grandeur de l'eau? Parce qu'en fait, on parle tout le temps de l'impact du réchauffement climatique, mais quel est l'impact de l'eau sur le PIB, sur les économies de tous les jours? Alors, on a de plus en plus de données, mais c'est extrêmement difficile à chiffrer. Donc, les chiffres que je vais vous donner, ils sont difficiles à appréhender, je trouve. Même moi, je sais même plus ce qu'ils veulent dire, tellement on parle de milliards, etc. Mais on dit qu'en 2035, mais ces chiffres, encore une fois, ils changent tout le temps, les problèmes de l'eau pourront atteindre le PIB mondial à hauteur de 6%. C'est-à-dire qu'on pourrait perdre 6% de notre PIB, ou en tout cas les affecter à travers nos problèmes d'eau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas évident. Ça veut dire simplement qu'en gros, on a une création de valeur liée à l'eau qui a jamais été mesurée, et en fait si on a des problèmes d'eau, on perd une grosse partie de notre production économique et donc de la valeur qu'elle crée pour le PIB. Ça, c'est un des premiers chiffres qu'on a. On sait que 1 degré, pour reprendre exactement votre phrase, c'est environ plus 7% de transpiration des sols. Donc ça, il est très clair, ça veut dire plus il fait chaud, plus les sols vont perdre de leur eau, plus ça va provoquer les 2 phénomènes dont on a parlé au début, trop de pluie d'un côté et trop de sécheresse de l'autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les phénomènes sécheresse et trop de pluie sont concomitants. Et comme on a vu, les dégâts économiques liés au trop de pluie, notamment en France, on peut citer le Nord-Pas-de-Calais entre autres, mais on sait que les dégâts pour le moindre épisode pluvieux de 2 à 3 jours, de 4 à 5 jours, se chiffrent en millions. On sait qu'aujourd'hui, ça se chiffre en milliards par an, les dégâts des inondations et les dégâts des sécheresses. Or, on ne va jamais pouvoir suivre. En France, on a le fonds Barnier, mais qui est doté de plusieurs centaines de millions, pas de milliards. Donc ça veut dire qu'on a un problème entre les dégâts créés et ce qu'on est capable de pouvoir assurer. Aux États-Unis, c'est pareil. Les inondations sont telles, en fait, et puis les phénomènes climatiques liés aux problèmes d'eau sont tels qu'aujourd'hui, alors le fonds, qui je crois n'existe presque plus, mais le fonds qui vient en soulagement des inondations aux Américains ne peut plus tenir. En gros, il va être en déficit. Il suffit qu'il y ait une inondation de plus et c'est fini, si on n'existe plus. C'est hors mot. Donc aujourd'hui, les économies ne tiennent plus face à ces risques. Encore une fois, des milliards de dégâts chaque année versus des millions d'euros simplement pour venir soulager les dégâts. Donc on va avoir tout simplement un problème en fait de déficit par rapport à ça. On ne va plus pouvoir venir aider et donc nos dégâts économiques sont trop gros, d'où l'impact sur l'économie parce que un village immobilisé par une inondation, c'est autant de gens qui ne vont plus travailler, c'est des écoles qui ferment, c'est des maisons à reconstruire. Enfin voilà, vous voyez comment tout ça ensuite peut se déployer. Vous avez mentionné la coopération internationale et la géopolitique. Il me semble que c'était un aspect de votre doctorat, d'ailleurs. Est-ce que la prochaine guerre peut être une guerre de l'eau ? On en entend un petit peu parler. Je pense notamment au barrage qui est prévu en Éthiopie, qui aurait des répercussions sur l'Égypte. Et les exemples se multiplient de plus en plus. Est-ce que les prochaines guerres seront des guerres de ressources et en premier lieu, celle de l'eau ? Alors, c'est vrai que
la guerre de l'eau n'aura pas lieu, aura-t-elle lieu, etc. Bon, ça, c'est des questions qu'on pose depuis longtemps. C'est vrai que moi, j'ai commencé par le sujet des conflits de l'eau, passionnée par cette idée que potentiellement, il y avait des solutions pour la prévenir. Alors, en fait, le problème, c'est que l'eau, c'est un sujet à la fois mondial, mais en même temps, c'est un sujet très local. Quand il y a une inondation en Espagne, typiquement là, nous sommes en région parisienne, on n'est pas concernés. Donc il y a quelque chose de très local, où on n'est pas directement affecté. Mais on a compris que, en fonction de ce que faisaient de leur eau certains pays, ça pouvait nous affecter. Si l'Espagne brûle, et que l'Espagne produit aujourd'hui 50% des fruits et légumes d'Europe, et qu'elle ne peut plus les produire, ça va venir affecter nos chaînes d'approvisionnement, ça va venir affecter les prix. Donc économiquement, ça va avoir un impact. On n'a pas parlé de cet autre sujet que sont les rivières atmosphériques, mais c'est lié à ça. C'est l'idée qu'aujourd'hui, quand cette fameuse vapeur d'eau, elle va dans l'atmosphère, elle va retomber sous forme de pluie. Mais avant ça, elle a bougé dans l'espace grâce au vent, grâce au climat, et parfois elle va traverser les frontières. Et donc aujourd'hui, alors le rapport de la Global Commission on the Economics of Water, que j'encourage tout le monde à aller voir, a montré l'année dernière qu'en fait, aujourd'hui, ces rivières atmosphériques, quand elles se déplaçaient, donc quand ces mouvements de pluie se déplacent dans l'atmosphère, ils vont provoquer parfois des incidents. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que de l'irrigation excessive à la frontière Inde-Chine, donc quand l'Inde irrigue excessivement ses champs de blé, ça peut provoquer des inondations côté chinois. Parce qu'en fait, ça fait trop d'eau qui va dans l'atmosphère d'un coup, qui se déplace et qui va tomber sous forme de pluie en Chine. Cet article aussi montre que, par exemple, alors pour simplifier l'image, mais la déforestation en Amazonie prive de pluie à hauteur de 10%, je crois, les pluies en Argentine, par plein de phénomènes, mais pour simplifier l'image, parce que s'il n'y a plus d'arbres en Amazonie, tout simplement, il n'y a plus d'arbres qui peuvent transpirer de l'eau. Et donc il y a moins d'eau dans l'atmosphère, donc ça fait moins de pluie. Tous ces phénomènes-là, on peut les décrire, il faut vraiment aller voir les articles là-dessus, mais c'est passionnant, c'est l'idée qu'aujourd'hui, l'eau n'est pas seulement locale, mais ce que je fais va affecter mon voisin. Si la France bétonise entièrement son territoire, l'Allemagne aurait moins de pluie, parce qu'on aurait moins d'eau à lui envoyer à travers la transpiration de nos sols. Donc je reviens à votre question initiale, qui sont les guerres de l'eau. Aujourd'hui, potentiellement, on sait qu'il faut faire attention à ce que font nos voisins sur l'eau, à travers la production alimentaire et à travers la pluie qu'ils vont nous envoyer. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a eu des conflits là-dessus ? Il y a eu des conflits sur l'alimentation. Aujourd'hui, par exemple, le Maroc a décidé de réduire ses exportations de blé en disant « j'arrête d'exporter mon eau ». Il n'y a pas de guerre directement liée à ça, mais ça provoque une pénurie sur le blé. La Russie en profite parce que du coup, il y a moins de blé sur le marché. Des pays d'Afrique du Nord qui avaient arrêté d'importer du blé russe ont réouvert les vannes parce qu'elles n'ont plus d'eau pour en produire. Donc géopolitiquement, après, je vous laisse réfléchir sur les implications que ça a. Vous avez cité l'Éthiopie. Pour en parler très rapidement, parce que c'était un cas que j'ai beaucoup étudié, aujourd'hui, c'est un sujet de où est-ce que vous êtes situé sur le fleuve. Donc ça, c'est typiquement le conflit de base. Vous êtes sur un fleuve et vous êtes en aval du fleuve. C'est-à-dire que vous êtes tout au bout du fleuve et c'est la situation de l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte est la plus mal placée sur le Nil, qu'elle est tout à la fin. Et il y a 11 pays qui se partagent le Nil. Donc l'Égypte arrive à la fin. L'Égypte est pourtant économiquement et militairement, de façon historique, plus forte sur le Nil. Donc elle a utilisé en fait cet avantage économique pour ne pas subir sa position géographique. Donc dans les années 20, en 1929 en particulier, l'Égypte, ayant peur de ne pas avoir suffisamment d'eau du Nil, a rédigé un espèce d'accord entre elle-même et le Soudan pour dire que les eaux du Nil lui appartenaient, interdisant l'Éthiopie de prélever des eaux du Nil. Enfin, l'Éthiopie à l'époque était armée pour pouvoir prélever trop d'eau. Cet accord a été plus ou moins remis à jour dans les années 1950, mais il a fallu attendre l'arrivée des instituts internationaux, du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU, pour dire « Attendez, c'est pas normal, une des sources du Nil, c'est en Éthiopie, vous ne pouvez pas priver un pays de prélever de l'eau à sa source. » D'autant plus que le paysage géographique est beaucoup plus nivelé en Éthiopie, ce qui fait qu'en fait, ça fait beaucoup plus de sens de produire de l'hydroélectricité en Éthiopie que de la produire en Égypte. Et donc aujourd'hui c'est encore compliqué comme sujet, vous allez en Égypte, c'est pas du tout un sujet facile, mais le barrage de la Renaissance, qui est construit en Éthiopie, va permettre de produire de l'électricité à bas coût en Éthiopie. Ça a créé des emplois. Alors il y a eu des effets dévastateurs sur l'environnement. Comme l'Éthiopie n'a pas réussi à obtenir de subventions internationales pour bâtir le barrage à cause de l'Égypte, elle a dû notamment avoir recours à des choses comme priver ses fonctionnaires de salaire pendant 1 mois pour pouvoir financer le barrage. Bon, elle ne s'est pas privée de prendre des financements internationaux, notamment chinois, etc. Donc c'est là que l'Occident aussi a un rôle géopolitique à jouer. Bref, donc du coup,
aujourd'hui ce grand barrage il existe, il produit de l'électricité plus facilement qu'ils n'ont produit en Égypte, et l'idée c'est qu'il y a un accord économique où en gros l'Éthiopie vend de l'électricité à l'Égypte, ce qui allège la production d'électricité en Égypte, etc. Bon, ça c'est un exemple de conflit qui a été réglé plus ou moins par quelque chose d'économique. Mais pour répondre à votre question, on n'aura jamais de conflit direct de l'eau, parce que l'eau ça se transporte pas comme le pétrole, l'eau c'est trop lourd vu les quantités dont on a besoin. En revanche, on va avoir des conflits liés à l'utilisation de l'eau, l'alimentation, la production d'énergie. Et oui, vous l'avez dit, les barrages aujourd'hui sont les seules vraies sources de tension sur les ressources, parce que on peut venir soit inonder, si on relâche les vannes, soit effectivement privé d'eau, et en général, c'est là que la coopération internationale est importante. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, j'aimerais venir sur un autre conflit, un conflit du quotidien, eau du robinet ou en bouteille. On en entend beaucoup parler. J'ai vu sur le site de l'ADEME, alors bon, il ne s'appelle plus l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, que le ratio de l'empreinte carbone entre un litre d'eau et au robinet et un litre en bouteille est d'environ 2000 fois plus polluant un litre d'eau en bouteille qu'un litre d'eau du robinet. Et pourtant, quand on allume la télé, la radio ou qu'on ouvre un journal, on a l'impression que si on boit un litre des deux, on va mourir dans la minute. Alors déjà, peut-être l'eau du robinet. Le problème qu'on entend souvent, c'est le problème des PFAS, polluants éternels. Est-ce que l'eau est véritablement plus polluée qu'avant, ou alors c'est juste qu'on cherche plus et donc on trouve plus ? Alors les deux. Alors c'est vrai que d'abord revenir sur eau du robinet versus en bouteille. Alors à la toute base, c'est quand même une histoire de goût. Parce que c'est vrai qu'on doit boire entre 1 litre et 2 litres par jour. Et souvent, en tout cas moi quand j'étais jeune, j'alternais. Je prenais de l'eau du robinet, puis quand j'avais envie d'avoir un goût différent, parfois il y avait telle ou telle marque à la maison. Quand on était au restaurant, on nous poussait en permanence des bouteilles d'eau minérale parce que on les paye, ensuite l'eau du robinet qui était gratuite. Quand on va en vacances, il y avait des endroits en France où on nous dit attention, il y a eu des petits problèmes de contamination par des pesticides par exemple. Alors ici, il vaut mieux acheter l'eau du robinet, il vaut mieux acheter l'eau en bouteille ici. Ah bon, d'accord. Bon, on se posait pas les questions, on alternait entre tous. Je me souviens quand on est en Haute-Savoie, l'eau du robinet était excellente. Alors du coup, il était hors de question d'acheter de l'eau en bouteille, etc. Donc à la base, c'est du plaisir et du goût. Ensuite, il y a un problème de prix. Enfin, il y a un sujet de prix qui est intéressant. Si vous buvez vos 1,5 litre par jour pendant 1 an de l'eau du robinet, vous aurez dépensé, en fonction de là où vous êtes en France, entre 2 et 3 euros par an. 2 et 3 euros par an pour 2 à 3 euros par an. Un de consommation d'eau. Absolument, à l'eau du robinet. Parce que c'est ça que l'eau du robinet coûte. Donc évidemment, vous faites le calcul par rapport à une bouteille que vous allez acheter par exemple à la gare avant de prendre votre train, qui va coûter à peu près ce prix-là pour 75 centilitres ou 1 litre. Donc déjà, il y a un sujet de prix, mais c'est pour ça qu'en fait, l'eau du robinet n'est pas le même produit quelque part pour moi que l'eau en bouteille. On va chercher autre chose. Alors en fait, on va chercher un produit de luxe qui n'a jamais été dont on n'a jamais donné ce nom-là, mais oui, l'eau en bouteille est un produit de luxe. Parce qu'elle est vendue, effectivement, entre 500 et 1000 fois plus cher, en fait, que l'eau du robinet. Bon, ça c'est la deuxième chose, c'est l'élément prix. Et ensuite, sur la pollution. Alors, il faut se rendre compte de quelque chose, mais c'est pas grave, c'est que dans le monde entier, en Europe et en France, c'est compliqué de trouver un lot de terre ou un litre d'eau qui n'est plus pollué d'une certaine façon. En fait, notre terre et nos eaux, elles reflètent notre activité économique et on les a polluées, parfois de façon volontaire ou consciente ou non, mais tout ça est pollué. C'est pas grave, la question c'est une question de seuil. À quel point c'est pollué, à quel point notre organisme est capable de l'inculquer. Et donc c'est pour ça que notamment les bébés sont plus vulnérables, parce que le ratio de leur corps versus la quantité d'eau qu'ils vont boire est beaucoup plus compliqué que pour un adulte. Donc tout est pollué, donc ça veut dire qu'il faut se dire que l'eau en bouteille elle est polluée, l'eau du robinet est polluée, mais après on les filtre. L'eau en bouteille, elle a le problème du plastique. Quand même, des micro-particules de plastique est importante. Mais, grosso modo, tout ça est pollué de façon pareille. Et vous l'avez dit, plus on va chercher, plus on va trouver. Autrefois, on ne cherchait pas telle ou telle substance. Plus on va les chercher, plus on va les trouver. Ensuite, quand on interdit une substance, elle met au moins 5 à 15 à 20 ans avant de disparaître. Donc en 2022-2023, quand on s'est exclaffé d'avoir retrouvé du chlorothalonil, qui était un fongicide, je crois dans les eaux de Paris et autres, alors que ça faisait 3 ans que c'était interdit, c'est normal, ça ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Et les PFAS, évidemment, potentiellement, j'avais lu un article comme quoi il n'y a pas assez d'argent dans le monde, de toutes les façons, pour nous en débarrasser. Donc on va devoir vivre avec. Encore une fois, c'est une question de taux de seuil. Donc c'est de plus en plus important qu'on mesure, il faut que les contrôles soient de plus en plus fréquents et que l'information soit immédiate. Pour qu'elle soit immédiate, il faut aussi qu'elle soit bien comprise du grand public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un article qui sort sur la pollution des eaux, on panique et on ne sait plus quoi boire. Personnellement, chez moi, j'ai un filtre
un filtre alors qui normalement m'enlève tout, c'est du charbon actif, mais ça enlève aussi les virus, les bactéries et une grande partie des PFAS. Bon. J'allais vous demander justement qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu assainir directement la maison. Un filtre avec du charbon, ça suffit? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, encore une fois, tout ça, ça coûte de l'argent. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'à Paris, et les derniers résultats sont sortis la semaine dernière, à Paris, l'eau est propre, en tout cas, elle est complètement dans les seuils possible de la réglementation, sachant que la réglementation européenne ne réglemente pas encore certaines choses. Donc forcément, on va continuer à trouver des choses. Si vous voulez une assurance supplémentaire, les filtres sont une très bonne chose. Le charbon actif que vous mettez dans l'eau, c'est déjà très très bien. Et en plus de ça, vous pouvez investir. Alors ça vaut le coup par rapport à la quantité d'eau qu'on boit, notamment quand vous êtes une famille, soit dans des filtres gravitaires, ça veut juste dire que vous mettez de l'eau et puis ça passe par un filtre et ça tombe en bas, soit directement par des filtres que vous allez mettre dans vos canalisations. Ça demande un peu d'entretien, mais ça c'est très pratique. Donc moi je recommande ça. Après ça m'empêche pas, et je le dis de façon très ouverte, d'avoir nourri mes enfants avec de l'eau minérale recommandée. Ça m'empêche pas d'en boire aussi parfois, pas parce que j'ai oublié de prendre ma gourde d'eau et que j'ai soif et donc j'achète de l'eau en bouteille. Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de se renseigner. Donc renseignez-vous de façon générale sur l'état de la pollution. Tous les sites gouvernementaux sont très bien faits là-dessus. Essayez de façon générale d'avoir toujours une gourde vide avec vous parce que c'est quand même bien pratique, et c'est vrai que l'eau du robinet c'est quand même moins cher, on sait qu'elle est toujours sûre. Et ensuite je pense qu'il faut surtout prendre du plaisir, il faut boire son eau. De façon générale, les gens boivent de moins en moins d'eau par jour, ils vont aller sur des sodas qui vont être sucrés, sur des jus de fruits, etc. Je recommande quand même de continuer à prendre plaisir à boire de l'eau, et si ça passe par de l'eau minérale en bouteille, c'est pas grave, l'important c'est d'alterner, donc de pas boire qu'une seule forme d'eau, mais d'alterner peut-être eau du robinet et puis eau qui vous fait plaisir. Voilà. Je vais être volontairement provocateur, mais si on doit mettre un filtre parce que l'eau polluée, pourquoi ce serait à nous de payer ? C'est une vraie question. Alors, notamment ce qui s'est passé en Île-de-France la semaine dernière, donc il y a une plainte qui a été portée par, je crois, par le département d'Île-de-France et par la Loire aussi. Justement, alors je sais plus si c'est contre X ou contre des industriels en particulier, mais pour dire il va falloir nettoyer ces PFAS, et pas aux gens, c'est pas aux usagers du système de l'eau de la payer, et ils ont complètement raison. En fait, aujourd'hui, il y a des PFAS absolument partout, il faut investir, ça va être très cher, et évidemment, ce n'est pas à nous, consommateurs, qui avons en plus acheté les produits par ces entreprises qui ont émis les PFAS, c'est pas à nous, non seulement d'avoir acheté, mais en plus de dépolluer. Donc il va falloir financer tout ça. Donc ça peut passer effectivement par un financement, une subvention pour les filtres à la maison, en plus d'un programme ambitieux de nettoyage de l'eau. Le problème, c'est qu'effectivement, ça va prendre des années avant qu'on arrive à attribuer la responsabilité aux pollueurs. Aujourd'hui, notamment le secteur de la pharmaceutique et de la cosmétique sont très ciblés sur la pollution des eaux urbaines. Bon, le problème, c'est que c'est évidemment pas les seuls responsables. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à attribuer, qui va payer la facture ? C'est un sujet. Et ensuite, c'est pas normal d'avoir infiltré notre eau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous pouvez la filtrer avec des charbons actifs qui coûtent peu cher, moi je recommande quand même, c'est une première solution efficace. Je vais maintenant clôturer cette émission avec les 2 questions que je pose toujours à mes invités en fin d'émission. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prête à vous passer et de quoi ne seriez-vous absolument pas prête à vous passer ? Et donc, d'abord, je vais répondre à la 2e question de mon côté. Alors, les auditeurs commencent à le savoir, et moi, je ne serais absolument pas prêt à me passer d'une part de flan. Une part de flan, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, j'ai calculé en carbone d'un flan. Donc, c'est 446 grammes de CO2 par part. J'en mange 3 par semaine. Ça fait 75 kilos de CO2 par an. Sur un bilan de 2 tonnes, c'est pas négligeable. Alors, je n'ai pas calculé l'empreinte eau du flan. Ça, j'aurais pu faire mes devoirs, mais en tout cas, j'essaierai de le faire après. Si un auditeur ou une auditrice peut le faire, je suis preneur. On verra si c'est plus ou moins que le vin, qui est environ à 100 litres d'eau par verre. Et donc, je vous propose de répondre à ces 2 questions autour d'une petite part de flan. Voilà, je viens toujours avec ma part de flan à chaque fois. Très sympathique, on a faim maintenant. Voilà, c'est un podcast convivial. Alors à chaque fois, je mets le dans la description là où je l'ai acheté, parce que je commence à devenir assez exigeant, même en matière de flan. Donc voilà, une petite part de flan. Vous pouvez la manger maintenant, après, la partager quand vous voulez, et je vous laisse répondre donc à ces 2 questions. Merci beaucoup. Effectivement, il a l'air très appétissant. Alors, de quoi je pourrais me passer et de quoi je pourrais pas me passer Clairement, je pourrais me passer d'eau en bouteille. Je regarde ici parce qu'en fait, je cherchais du plastique.
Et en fait, c'est vrai que la consommation de plastique est quelque chose qui me rend folle absolument parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup trop. Quand je regarde mes poubelles, notamment avec ce que je consomme pour mes enfants, c'est que des choses en plastique. Entre les gâteaux, les compotes, les yaourts, etc., c'est incroyable. Et donc ça, alors clairement, je pourrais me passer de plastique. Ça veut dire une logistique quand même un peu importante. Le plastique n'a pas que des défauts, mais si je suis prête à m'en passer entièrement, ça veut dire que je suis prête à me passer de l'ensemble des contenants qu'il y a notamment chez moi, et notamment à l'ensemble des jouets de mes enfants. Alors j'ai beaucoup de jouets à bois, mais ça veut dire que ça va très loin. Donc ça veut dire qu'on revoit, en fait, si vous regardez le plastique que vous avez chez vous, il y a potentiellement 60% des objets qui disparaissent. Voilà, donc ça serait ma première chose. Et puis, encore une fois, je donne une partie de ce CO2 volontairement aux gens qui veulent voyager pour aller voir pourquoi ils sauvent le monde. Et ensuite, de quoi je pourrais pas me passer alors j'allais dire en rigolant, c'est de l'eau, mais bon, on en aura. Enfin, de toute façon, si on n'a plus d'eau, on n'est plus là. Mais je vais aller sur le vin. Je pense que voilà, le vin est un produit. Je m'attendais un petit peu à être... Tout à fait. Alors, en consommant tout ça avec modération, mais effectivement, c'est un produit agricole, issu de lignées historiques, de savoir-faire. C'est de la gastronomie, c'est de la chimie, c'est du climat, c'est du plaisir. Et puis, c'est effectivement de l'agriculture avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur que l'agriculteur pour comprendre le climat, le voir, savoir où en est l'eau, savoir où elle tombe, etc. C'est nos premiers indicateurs du bien-être de la nature. Donc finalement, ça englobe pas mal de choses de ne pas se passer de vin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu dans vos locaux. On se retrouve toutes les 2 semaines, mercredi sur 2. Et encore merci, Esther Crozer-Delbourg. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. C'est déjà le 4e et c'est loin d'être terminé. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission sur les plateformes de streaming, alors pour la soutenir, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les liens sur les réseaux sociaux et à donner une note sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi retrouver quelques teasers en avant-première sur la page Instagram Comment est votre climat. Alors merci encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.